Bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, au sein des locaux de la Fondation de l'Islam de France. Nous sommes réunis à l'occasion de la première grande présentation des programmes de la Fondation de l'Islam de France. Nous y aborderons le rapport d'activité, notre bilan et nos perspectives et les chantiers d'avenir. Dans une première partie, ce sera la présentation des programmes. Ensuite suivra une conférence de presse et un échange avec les journalistes. Je vous prierai, pour ceux qui sont sur Zoom, de couper votre micro et j'annonce sans plus tarder la vidéo de présentation de la Fondation de l'Islam de France. La Fondation de l'Islam de France œuvre inlassablement pour la question épineuse de l'islam en France puisse être aplanie et qu'on puisse sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Et à la riposte sécuritaire et au contre-discours qu'il faut élaborer et trouver les meilleurs canaux pour le diffuser, il y a les réponses éducatives et culturelles. Alors je suis très heureux parce qu'on a été les premiers partenaires en fait, de la Fondation de l'Islam de France sur 3 projets. Un projet pour notre cœur de métier qui est un camp pour les jeunes, des ateliers de sensibilisation pour les jeunes sur des thématiques, sur la paix, sur le vivre ensemble, sur la citoyenneté, sur la culture. Et le 3e projet, c'était la fameuse tente d'Abraham qui permettait de faire se rencontrer un public très large qui a eu lieu à Toulouse sur des thématiques sur la convivencia. J'ai intégré la FIF il y a 4 ans et j'ai souhaité participer à cette aventure pour, d'une part, promouvoir aux cultures d'islam, parce que malheureusement dans notre pays, elles restent très minorées dans l'espace public. Et ensuite, j'ai souhaité œuvrer à une politique de l'amitié civique dans l'objectif de réconcilier la France et la question islamique dans notre pays. Je suis particulièrement heureux de travailler au sein de la FIF, cet organe innovant, novateur, qui permet d'incarner une laïcité de connaissances et de compétences au service d'un dialogue civique de qualité, intégrant toutes les dimensions de la France dans une richesse qui ressemble à ce qu'il y a de mieux dans notre histoire. Et c'est pourquoi nous avons créé la SAFIF, la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France, dont je suis la présidente, bénévole. La SAFIF a 3 objectifs. Le premier objectif est de soutenir les actions de la Fondation de l'Islam de France. Le second objectif est de permettre à la société civile de s'impliquer dans ces actions. Et enfin, le 3e objectif est d'être le trait d'union entre toutes les bonnes volontés et la Fondation afin de remonter les réalités du terrain. Travailler à la FIF, c'est s'engager pour valoriser et rendre accessible au plus grand nombre la vaste entreprise théorico-critique que mène la FIF autour du fait islamique. Nous témoignons d'une longue tradition historique faite de noblesse et de complexité. Dans une dimension plus contemporaine, nous nous employons à la construction d'un récit commun qui prenne en compte toutes les sédimentations de la société française. En portant des modèles de citoyenneté heureuse de confession musulmane, partie prenante de la nation française, nous espérons pouvoir être porteurs d'un imaginaire commun, seul capable d'endiguer les crispations identitaires. La Fondation attribue des bourses aux cadres religieux musulmans qui se forment au diplôme universitaire afin de compléter leur formation théologique. Ce dispositif de bourse est notre action phare à la Fondation. On est heureux d'accompagner le plus grand nombre des futurs cadres religieux musulmans qui exerceront dans ce pays. J'ai adoré travailler à la construction, à la création du campus Lumière d'Islam, une université digitale unique en France consacrée aux cultures d'islam, aux relations France-Islam, pensée, culture et art en islam, au débat islamologique. J'ai pu, grâce à cet instrument, rencontrer les intellectuels les plus prestigieux et je remercierai jamais assez les présidents Jean-Pierre Chevènement et Ralef Bencher de m'avoir donné une grande latitude à piloter ce grand projet d'envergure intellectuelle. Nous faisons tout cela pour que la fierté et la dignité recouvrée des musulmans de France et notamment de la jeunesse ne soit pas celle d'une lecture rétrograde, passéiste et obscurantiste, mais celle du savoir et de la connaissance, afin de vivre une citoyenneté apaisée, partagée avec leurs propres compatriotes
et contribuer à la grandeur de la France et au génie du peuple français. Voilà, alors je vous retrouve, je reprends l'antenne, simplement pour vous dire que la Fondation mène un travail de longue haleine. J'espère que vous avez pu voir un peu son équipe et ses objectifs. Nous enchaînons tout de suite avec l'un des projets, l'un des chantiers principaux de la Fondation de l'Islam de France, à savoir son campus numérique, le campus Lumière d'Islam, dont nous allons vous faire une présentation très succincte cette fois. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du campus Lumière d'Islam. Donc suite à la petite vidéo que vous avez aperçue, vous avez pu voir le florilège des intellectuels qui sont intervenus au sein de notre campus. Et notre idée originale, c'était au moment de la création de la Fondation de l'Islam de France, d'être très combatif sur la connaissance du fait religieux islamique. Et nous avions eu beaucoup de discussions avec les membres du conseil d'orientation, les membres du conseil d'administration, pour savoir comment la FIF pourrait valoriser le champ de la connaissance du fait islamique. Et unanimement, il a été acté, décidé qu'il fallait engager et créer un campus pour favoriser la connaissance de l'islam avec un grand I, dans sa diversité civilisationnelle, dans sa diversité théologique, et surtout mettre l'accent sur un objet qui, aujourd'hui, combien essentiel, qui est l'histoire des relations franco-islamiques. Nous avons un déficit de connaissances par rapport à l'histoire de la relation entre la France et l'islam. Il était donc tout à fait légitime que la Fondation de l'Islam de France valorise ce champ d'études. Aujourd'hui, ce campus Lumière d'Islam, c'est 6 grandes rubriques: Histoire des relations France-Islam, Pensée, culture et art, République en partage, l'islam dans l'histoire, l'islam au pluriel et l'islam en débat. Donc ces 6 grandes rubriques sont aussi au cœur de notre actualité. Nous avons réalisé plus de 100 entretiens avec des intellectuels de renom que vous avez pu voir au sein du campus Lumière d'Islam. La création d'un programme dont nous sommes très fiers en partenariat avec la Fondation Aga Khan, les arts de l'islam. Nous avons aussi un partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah sur l'histoire des relations entre juifs, chrétiens et musulmans, que nous allons prochainement diffuser au sein de notre campus Lumière d'Islam. Bien entendu, nous sommes tout à fait conscients qu'il faut faire évoluer ce campus pour qu'il soit davantage diffusé auprès du plus grand nombre. Nous avons des relations étroites avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ce support soit un instrument pédagogique à destination du corps enseignant et des élèves, parce que nous avons réalisé et construit ce campus à destination du grand public, parce que pour nous, il était tout à fait naturel qu'il ait une ambition commune, qu'il sert d'instrument à une politique pédagogique de compréhension du fait religieux islamique, parce qu'on ne cesse dans notre pays de parler d'islam, mais nous considérons en toute modestie qu'il faut en parler avec sérieux et avec une connaissance intellectuelle. Voilà. Donc nous sommes évidemment très fiers du travail réalisé, mais nous sommes tout à fait aussi conscients qu'il doit aussi évoluer et être davantage connu à destination du grand public. Voilà. Sans doute, j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de répondre, ou mon président répondre aux interrogations sur le campus Lumière d'Islam. Voilà, j'ai été ravi de vous faire une présentation évidemment très succincte de la création de ce campus qui reste, à nos yeux, la grande vitrine intellectuelle de la Fondation de l'Islam de France. Et donc j'ai le plaisir de passer la parole au président de la Fondation de l'Islam de France, à Ghaleb Benchir, qui sera ravi, voilà, de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Merci à vous.
Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. C'est vrai qu'il est frustrant de s'adresser à une caméra, mais nous avons appris avec cette crise sanitaire à être patients et stoïques, et nous nous adaptons. Chihab Nasser disait à l'instant que je serai toujours ravi à répondre à vos questions, et avant cela, une toute petite présentation de ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, ce que nous souhaitons faire, et les institutions sont là pour perdurer, celle-là tout particulièrement, la Fondation de l'Islam de France, quelle que soit d'ailleurs sa gouvernance. Je voudrais vous dire, tout en vous remerciant d'être parmi nous et avec nous, avec un calendrier très pris, très contraint, et nous-mêmes sommes dans un contexte tout aussi contraint, à la fois financier, mais je ne m'y appesantirai pas davantage, mais surtout sanitaire. Nous étions obligés de différer par 3 fois cette présentation de ce que nous avons fait, mais il faut bien trouver un moment et nous l'avons trouvé aujourd'hui. Toutes les FRUP, les fondations reconnues d'utilité publique, ne font pas une conférence de presse pour présenter leur rapport d'activité ou leur bilan. Mais nous avons jugé opportun de le faire pour 2 raisons. Je ne parle pas d'une singularité, une exception pour la Fondation de l'Islam de France, mais le vocable islam lui-même est déjà, sinon problématique, explosif, inflammable, hystérisant les débats, au moins en ce qui nous concerne aujourd'hui, il est au cœur de l'actualité, et une actualité brûlante. Et il se trouve aussi que c'est notre premier bilan. Quand je dis notre, c'est la présidence Jean-Pierre Chevènement et celle de votre serviteur, puisque nous avons partagé, si je puis dire, un seul mandat. Notre triptyque est le suivant. Vous le connaissez, je le répète, nous œuvrons uniquement, l'adverbe montre le Yalta que nous avons effectué d'emblée, c'est dans la nature même de la Fondation de l'Islam de France, de ne pas nous occuper des questions cultuelles, nous nous occupons des considérations uniquement civilisationnelles et culturelles. Et donc, cette distinction, même s'il y a des porosités, et nous recevons tous les jours, si vous entendez le téléphone sonner, c'est qu'il y a parmi nos compatriotes, voire les résidents ou citoyens musulmans qui nous posent des questions, y compris sur des considérations théologiques. Mais cette distinction est telle que nous œuvrons dans le champ éducatif, culturel et social. Et je dis toujours, quand la période sera celle des vaches grasses, nous ajoutons encore la dimension philanthropique et humanitaire. Alors qu'avons-nous fait? Et je dis d'emblée que toute œuvre humaine est perfectible, les plus belles symphonies restent inachevées, ça n'excuse rien. Le coronavirus a l'air d'avoir bon dos, donc je ne m'en prévaudrai pas pour dire qu'il y a des choses qui sont encore à mener. Simplement, on a quasiment passé une année à faire du technico-administratif, comme on dit. Je commence par une sorte de pétition 2 fois et comment voyons-nous les choses. Ces derniers temps, je parle d'un moteur à 4 temps dans lequel il faut mettre un peu de carburant. Peut-être avec les considérations écologiques, il ne faudrait pas y mettre de l'essence et réfléchir autrement, mais ce moteur à 4 temps est le suivant. À la riposte sécuritaire des forces de l'ordre et des services de renseignement nécessaires et qui parviennent à déjouer tous les attentats abjects, dits islamistes, djihadistes, extrémistes violents et que nous condamnons toujours, il y a le deuxième temps dont nous avons la faiblesse de croire que nous sommes les seuls à l'avoir fait et à l'avoir élaboré, à l'avoir produit et trouver les moyens de diffusion et
Les canaux de le faire parvenir, je parle du fameux contre-discours. Un contre-discours à la fois religieux, théologique, qui déconstruisent les thèses radicales. Alors, nous le concevons, nous l'avons présent dans notre esprit et nous arrivons à le faire parvenir à ceux qui, dans certains cas, n'ont que 300 mots pour s'exprimer et qui sont potentiellement violents et surtout sensibles aux thèses radicales, salafistes, wahhabites, voire djihadistes. Le troisième temps, qui est au cœur de ce que nous faisons, ce sont les réponses et politiques éducatives, culturelles et sociales. Le quatrième temps est celui de la République qui nourrit, instruit et protège tous ses enfants. J'ai ajouté le verbe protéger à la légende d'Honoré Daumier quand il a exécuté, si je puis dire, l'allégorie de la République. Lui, il parle de la République qui nourrit, instruit ses enfants. Et nous ajoutons à la Fondation de l'Islam de France le fait aussi de protéger l'ensemble de ses enfants. Nous aurons à en parler davantage. Très brièvement, pour ce qui concerne le premier volet, le volet global éducatif, et je pars du haut au plus bas, si je puis dire, au niveau des âges. Il n'y a pas une hiérarchisation, c'est décrescendo. Nous avons donné des thèses de doctorat et de recherche à des étudiants. 2 dans un premier temps et 2 autres aussi, à la fois en formation doctorale, aussi en master, et l'ensemble nous donne des étudiants qui s'intéressent à l'islamologie. Parce que le programme de soutien à l'islamologie, notamment l'islamologie savante, pour nous est primordial. Nous ne devons plus accepter que dans notre pays, on ramène les considérations liées aux faits islamiques, à la chose islamique, à la tradition islamique, à la civilisation islamique, à des appréciations de type certificat de virginité, qui d'ailleurs sur ce sujet n'ont rien à voir, même dans la version standard canonique la plus rétrograde. Il y a aussi dans ce programme de soutien à la recherche et aux études islamologiques ce que nous faisons en lien avec l'IESR, l'Institut européen des sciences et des religions, quelques laboratoires du CNRS, et surtout, je reviens maintenant, j'ai dit tout à l'heure, c'est le cœur de notre métier, mais ça c'est le cœur du cœur, c'est le sein des saints, c'est la formation civique, profane pour certains, laïque, républicaine, des acteurs religieux, prédicateurs, psalmodieurs, imams, aumôniers, musulmans. Nous en avons formé 155, dont la moitié constituée d'imams qui montent en chair. L'idée est toujours qu'à côté de la formation confessante, confessionnelle, cultuelle, théologique, il doit y avoir une formation laïque. Un imam ou un acteur religieux musulman doit maîtriser le droit des cultes, doit comprendre que la laïcité est un acquis de la modernité intellectuelle et politique, et que c'est un bien, voire un bien transmissible ailleurs, et sous d'autres climats, notamment les climats dans les contextes islamiques. On ne gouverne plus, comme je le dis toujours, selon le désir politique de Dieu. Là, les imams, quand ils le comprennent, ils sauront que leur propre tradition religieuse sera affranchie de toutes les manipulations, de toutes les idéologisations, de toutes les domestications et de toutes les instrumentalisations. Et aussi, il faut qu'ils s'approprient l'héritage culturel, historique de leur propre pays. Ils n'en ont pas d'autre, puisque la question des imams détachés doit être réglée
est réglé au sommet de l'État, ça part en sifflet. J'ai cru comprendre que d'ici 4 ans, d'ici 3 ans maintenant, il n'en aura plus et nous aurons nos propres imams français. Eh bien, si nous avons des imams français, il faut aussi qu'ils s'approprient, qu'ils connaissent, qu'ils soient fiers de leur héritage culturel, historique français. Je le dis, je le répète, et non sans un brin de provocation, il faut peut-être qu'ils connaissent, voire apprennent par cœur la geste de Roland. Elle ne fut pas tendre vis-à-vis des Sarrasins, voire vis-à-vis du prophète de l'islam, mais c'est comme ça, ce sont les choses de l'histoire. Et l'identité française est sédimentée avec des apports, et là il y a aussi la présence et l'apport de la composante islamique. Et notre campus numérique, maintenant j'y viens, qui se veut, son ambition en tout cas, d'être le site francophone de référence pour tout ce qui concerne la question islamique, le fait islamique, la chose islamique, la civilisation islamique. Alors nous avons 200 vidéos, cela paraît peu, plus 20 autres, nous sommes à 240 et d'ici quelques semaines, il y en aura 250. C'est très peu en réalité, parce qu'il faut du mouvement, du flux. Qu'on le visite, mais il se trouve que durant cette année, nous avons réussi quand même à enregistrer quelques-unes. Il s'agit essentiellement de la contribution d'islamologues de renom. C'est vrai. C'était même la volonté de mon prédécesseur Jean-Pierre Chevènement, et j'ai pris sur moi d'ajouter à l'islamologie savante les aspects artistiques, littéraires, culturels, architecturaux, musicaux de la tradition religieuse islamique qui a sous-tendu, comme je le dis toujours, une civilisation impériale islamique, notamment les fameux 3 grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire safavide, l'Empire moghol, et même de nos jours. J'ai dit, et je le dis toujours, une œuvre humaine est toujours perfectible. Ce site de référence, notre campus numérique, se veut comme une académie vivante. Nous voulons qu'il y ait des débats, des conférences dedans, et qu'ils soient toujours mises en ligne pour qu'on en profite. Plus aucune autre personne n'est à trouver sur Internet les fameuses fatwas de Cheikh Google 2.0 sans avoir trouvé en avant notre site francophone Lumière d'Islam. Le temps s'écoule, ce sont plutôt vos questions qui nous intéressent. Je voulais ajouter 2 choses qui me paraissent être de la plus haute importance. Notre université populaire itinérante. L'éducation populaire, le fait d'aller dans cette itinérance de ville en ville, de quartier en quartier, de cité en cité, dans les grandes métropoles de notre territoire en métropole, et nous avons l'ambition d'aller au moins dans un département ultramarin pour amener le débat, pour parler, pour discuter, pour échanger, parce que nous croyons à la thérapie de et par la parole, pour apprivoiser les peurs, exorciser les hantises, domestiquer les angoisses, calmer les inquiétudes, parler, discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisser place à la confiance, laisser place à l'échange. Et ce débat est intra-islamique, mais il est aussi inter-individuel et inter-citoyen. Et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous avons fait. Et nous étions heureux, et nous sommes toujours heureux de le mener, parce que nous nous déplaçons et nous voyons ce qui se passe, et nous adaptons le vocabulaire, et nous nous réjouissons qu'une telle chose ait lieu. Cette dynamique a été stoppée, pour les raisons que vous connaissez. Eh bien, quel piètre substitut, c'est l'université populaire digitale.
Pour l'instant, puisque nous nous adaptons, elle n'a pas le même écho que lorsque c'est en présence physique. Nous, en tout cas la Fondation reprendra cela parce que c'est sa marque de fabrique. Je dirais aussi un autre point, indépendamment de ma petite personne, après l'épisode automnal que nous avons vécu et que nous avons connu, il y a eu des attaques contre la France, appel au boycott des produits français. La Fondation de l'Islam de France, malgré elle, s'est trouvée aussi au devant de la scène internationale pour répondre, notamment aux médias arabophones. Je dis médias arabophones, ce ne sont pas tous arabes. Il y avait des médias turcs, mais qui s'exprimaient en arabe, ou d'autres. Et nous étions l'unique instance à avoir répondu, expliqué, désamorcé, déminé les incompréhensions, les mécompréhensions, et petit à petit, les choses se sont calmées. Nous continuerons en tout cas à agir dans ce sens-là. J'aurais souhaité aussi vous dire quelque chose sur ce que nous avons accompli dans le domaine culturel et ce que nous voulons faire, la fameuse grande exposition universelle ou quasi universelle, puisque le temps des expositions universelles paraît révolu, l'islam et l'Europe, 15 siècles d'histoire, les expositions régionales, une vingtaine, selon les régions, si je me conforme au vieux découpage, à l'ancien découpage administratif, avec des pièces de collection privées et étatiques. Il y a aussi notre exposition sur l'émir Abdelkader, l'exposition sur l'islam en France, les opéras, reconfiguration de l'enlèvement au sérail, Qaïs wa Layla, pour parler d'amour en contexte islamique, les pièces de théâtre, notamment la rencontre de saint François d'Assise et le sultan mamelouk Malik el-Kamil en 1219 à Damiette, et aussi ce que nous voudrons qui se réalise comme projet, je finirai avec cela, l'Alhambra à Saint-Denis, une grande école de musique andalouse notamment. On nous dit que c'est l'ancêtre du flamenco, peut-être, mais il y a une noblesse d'art dans cet art musical qu'est l'andalou. Et je finirai avec cela. Peut-être que je serai sévère en le disant, comme nous ne nous attendons à rien de bon de quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique, eh bien nous voudrons sensibiliser notre jeunesse, quelle qu'elle soit, et la jeunesse musulmane aussi à la musique, à la poésie, aux humanités, aux belles lettres, aux beaux-arts, à l'humanisme. Et c'est ça l'approche que nous voulons avoir. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre patience. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, en réitérant notre reconnaissance de nous avoir donné du temps et de vous intéresser à ce que fait la Fondation de l'Islam de France. Bonjour, donc nous allons maintenant passer, merci Raled pour ces très beaux mots, nous allons passer donc à la séance de questions-réponses avec la presse. Beaucoup nous suivent également sur Facebook, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, nous en prendrons certaines. En tout cas, nous commençons. Vous pouvez lever la main sur Zoom pour que l'on vous passe la parole. Ah, j'en ai une. Quels seraient les 3 grands projets, Monsieur Benchir, de la Fondation de l'Islam de France, pour les prochaines années? Vous avez parlé de l'Alhambra. Les 3 grands projets, en réalité, ils ne doivent pas être grands puisque c'est à l'ère du temps. C'est on m'avait même dit que l'appellation n'est pas bonne. C'est notre web TV. Nous avons l'ambition d'avoir une télévision propre à la Fondation de l'Islam de France. Une télévision qui permet l'échange interactif, le débat,
le débat, encore une fois, intra-islamique et le débat avec quiconque dans l'espace francophone qui souhaite y participer. Nous voulons l'amener avec calme, sérénité, lucidité, discernement, objectivité, compétence, connaissance et, tiens, j'utilise un mot qu'on utilise pour l'économie, j'ai envie que ça ruisselle. La connaissance doit ruisseler jusqu'à ceux qui ne l'ont pas encore. Et surtout, cette idée d'une foire AQ, une foire aux questions, une FAQ, qui nécessite des réponses, là aussi interactives, que ce soit sur le site internet de la Fondation ou celui du campus numérique ou la télévision, la Web TV. Nous sommes en partenariat avancé, en tout cas en pourparlers avancé, et nous voulons concrétiser ce partenariat avec la télévision Plume et notre ami Rachid Arabe, qui est un fin connaisseur et un homme d'une grande sagesse dans son domaine et au-delà, pour la réaliser. Et ce sera donc ce premier grand projet. Nous avons aussi, et tout à l'heure par souci de concision je ne l'ai pas dit, et nous nous prévalons d'avoir conçu et élaboré, et l'avons toujours, notre contre-discours, c'est que nous traduisons des œuvres arabes de théologiens, penseurs, philosophes contemporains, arabes et arabophones, ou d'autres langues, en français, ce qui n'est pas encore fait. Et après avoir effectué la traduction, eh bien, nous faisons en sorte de l'amener, y compris pour le milieu carcéral, via les aumôniers pénitentiaires, et aussi dans les quartiers dits sensibles, populaires, perdus pour la République, et que nous devons tous d'ailleurs reconquérir, pour dirimer, pourfendre, contrecarrer, déconstruire le discours wahhabou-salafiste. Assécher le terreau, tarir les sources de l'idéologie salafiste. Une idéologie se combat aussi au niveau des idées. Ce n'est pas pour rien que nous avons dit que les idées fanatiques sont comme des clous. Plus on tape dessus, plus ça rentre. Donc à nous de trouver les stratégies pédagogiques de contournement et puis faire en sorte d'expurger le mal, si je puis dire, de la psyché de ces jeunes gens et y mettre, quelle ambition, en tout cas de l'humanisme, de la bonté, de la miséricorde, les idées républicaines, l'universalisme aussi de la République. Voilà, j'ai parlé certes du projet l'Alhambra à Saint-Denis, ça nous tient à cœur, et je parlerai aussi de ce que nous faisons comme récit. Il faut construire un récit national commun dans lequel la jeunesse musulmane s'y retrouve et qu'elle s'approprie. Pas d'une manière comme ça imposée, mais ça devient une sorte d'adhésion. C'est un peu comme la discipline de l'orchestre et pas la discipline de l'armée. Dans un orchestre, chacun a envie de jouer une belle symphonie. C'est lui qui veut jouer pour ne pas commettre de fausses notes, alors que la discipline de l'armée, si on peut gruger et faire le mur, on le fera. C'est dans cette optique que nous menons les choses. Voilà, à peu près 3 grands projets, il y en a davantage. Merci beaucoup Raleb. Alors on a une question sur le chat du Zoom. N'hésitez pas d'ailleurs à allumer vos micros et vos caméras pour que l'on puisse vous voir et que l'échange soit plus interactif. Quoi qu'il en soit, on a quelques questions. La première de Barbara, il était une fois. Comment sont sélectionnés les islamologues pour la plateforme? Formation, cursus, etc. Et la seconde, vous aidez au financement des diplômes universitaires laïcité et république en France.
Est-ce que cela tend à se développer ou le bilan de l'année dont vous avez parlé freine cette dynamique? Alors pour la seconde question, je n'ai pas très bien compris. S'il s'agit de la conjoncture due à la pandémie du coronavirus, nous espérons, comme tous nos semblables humains, que ce n'est que passager et nous patientons pour reprendre les choses naturellement. Et ceci ne nous a pas empêchés de continuer à œuvrer, de réunir le comité, le jury, pour étudier la recevabilité des candidatures, non seulement pour le DU, le diplôme universitaire. Donc ça suit son cours. Pour ce qui concerne les imams particulièrement, j'ai parlé de 75 imams. Pour ce qui concerne les acteurs religieux d'une manière générale, il s'agit de 155, mais c'est exponentiel. On entend que les courbes sont exponentielles pour les victimes atteintes du coronavirus, encore une fois. Eh bien, si vous me permettez ce parallèle ou cette analogie, nous avons envie que ce soit le cas pour ce qui concerne la formation des acteurs sociaux. Donc, durant 2020, on en a encore rajouté 64, uniquement pour l'année 2020. Et puis, notre horizon, c'est au-delà de 2623. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a 2623 mosquées recensées dans notre pays, c'est la cartographie officielle. Si dans chaque mosquée, il y a au moins un imam, il se peut qu'il y en ait davantage, plus les imams dits itinérants, eh bien tout cela doivent être formés à la fois dans une formation théologique, cultuelle, religieuse, confessionnelle ou confessante solide, de qualité. Ce n'est pas notre rôle, en tout cas pas ici à la Fondation de l'Islam de France, mais la formation civique, civile, profane, laïque, républicaine, c'est notre rôle et nous le menons, nous accomplissons ce travail et nous le ferons. Merci beaucoup Raleb pour ces chiffres précis. Nous avons une question de Jean-Marie Guénois, de Monsieur Jean-Marie Guénois, qui aimerait poser une question. S'il est présent, il peut allumer sa caméra et nous poser directement la question. Vous m'entendez? Bonjour. Je voudrais savoir quel commentaire faites-vous de la situation actuelle des débats internes à l'Islam de France sur la charte de l'imam? Première question. Et deuxième question, comment abordez-vous, ressentez-vous la discussion actuelle au Parlement du projet de loi sur le séparatisme? Ah, cher Jean-Marie Guénois, oui, si on a une conférence de presse, c'est pour répondre aussi à toutes les questions, y compris celles qui relèvent de l'actualité. Pour le premier volet de votre question, je m'étais dit tout à l'heure et j'ai essayé de le respecter, je ne suis peut-être pas discipliné en disant que je respecte le yalta entre le cultuel et le culturel. Ce qui se passe du côté cultuel, je peux le regarder comme citoyen, voire comme acteur. J'essaie de ne pas trop m'immiscer ni le commenter, mais je ne peux pas non plus ne pas répondre à votre question. J'ai qualifié cette affaire d'une singularité injuste mais nécessaire. Alors pourquoi c'est une singularité? Nous nous trouvons dans une situation où nous demandons, peut-être nous autres nations, mais par le biais des pouvoirs publics, les pouvoirs publics demandent, voire exigent, d'un culte particulier de se conformer aux principes républicains et aux valeurs de la République. En réalité, les musulmans citoyens, les résidents, s'ils ne s'y conforment pas, eh bien, n'auront pas vocation à rester sur le sol français, mais les citoyens, de facto, sont respectueux des lois de la République et doivent respecter la Constitution
qui est déjà la loi fondamentale, la loi coutume, les valeurs de la République. Donc la singularité est là. Elle est injuste parce qu'on la demande simplement d'un culte et pas des autres. Je connais l'histoire et c'est vrai, les choses ont évolué. On peut remonter au Sanhédrin. Bien sûr, nous connaissons la roche-mère du catholicisme qui a façonné l'identité française, etc. Mais, et le mais est de taille, c'est que c'est une nécessité aussi. Ça ne plaît pas trop à certains des musulmans de France de parler comme ça, mais c'est une nécessité, notamment après l'épisode automnal, ce que j'ai appelé l'épisode automnal. On a un enseignant décapité, on a 3 prions dans une basilique, la basilique Notre-Dame à Nice, qui sont égorgés. C'est insupportable. Et il faut, en tout cas, s'engager, je parle des hiérarques musulmans, à ce que les principes républicains, les valeurs de la République soient, en tout cas, bien assimilées, intégrées, ingérées du côté islamique, et vice-versa, donc avoir cette congruence et cette harmonie d'une façon nette, sans embâche, sans équivoque. Comme, cher Jean-Marie Guénois, votre question est fondamentale, j'ajouterai 2 choses. La première, c'est elle aura, en tout cas cette signature, au moins la vertu de tarir sur un plan ce qui se dit, certaines logorées dégénérées sur les plateaux de télévision, notamment les plateaux de télévision privés, qu'il y a une incompatibilité irréductible entre les préceptes islamiques et les principes républicains. En tout cas, au moins là-dessus, on ne pourra plus le dire, puisque les hiérarques musulmans, peut-être pas en totalité, mais en tout cas ceux qui l'ont signé en majorité, l'ont fait. Et personnellement, comme homme, comme citoyen, je me suis égosillé bien avant, et donc je ne peux que me réjouir de voir que la liberté de conscience y est reconnue. J'ai toujours dit que criminaliser l'apostasie est criminel. J'ai toujours parlé du scotum, ce point aveugle, la lésion du nerf optique, comme le disent les ophtalmologistes. Eh bien, qu'elle soit reconnue, tant mieux. Que l'égalité foncière, ontologique, juridique entre les êtres humains en contexte islamique, en tout cas chez nous, l'égalité ontologique est reconnue, mais aussi l'égalité juridique. Ben, c'est très bien que ce soit le cas. Et elle aura cette signature de charte au moins de provoquer un débat entre théologiens musulmans, français ou non français. Il y a une certaine effervescence. En tout cas, le débat est important. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire à propos de l'intérêt, en tout cas, de la signature de cette charte. En ce qui concerne les valeurs de l'islam, à supposer qu'on prenne une entité comme ça, et les valeurs de la République, si on les ramène à leur triptyque, liberté, égalité, fraternité, la liberté, ça a été dit, et tant mieux. L'égalité, je viens d'en parler, et tant mieux. Ben, la fraternité, j'ai la faiblesse de croire qu'elle est au cœur du message révélé islamique, parce que la solidarité, l'accueil, la générosité, l'ouverture, la bonté, la miséricorde, en tout cas quand tout cela est bien compris, c'est omniprésent. On ne parle pas de ceux qui dévient, qui pervertissent, qui avilissent ce message révélé qui se veut un message d'amour, de bonté et de miséricorde. Donc ça, c'est le premier volet de votre question. J'ai pris un temps pour vous donner une réponse fleuve. Pour le second volet, je distingue 2 réponses. La première, celle du citoyen, et celle, en tout cas pour l'instant, de l'acteur public. Le citoyen, je ne suis pas pour l'inflation législative et l'empilement des lois. Peut-être par paresse intellectuelle ou par confort, on m'a toujours appris que nul ne doit se prévaloir, nul n'est censé ignorer la loi ni de se prévaloir de sa propre turpitude. Eh bien, si je ne dois pas ignorer la loi, il ne faut pas qu'il y en ait davantage. Et je pense sincèrement que l'arsenal législatif existant, hormis peut-être tel ou tel aspect sur lequel je reviendrai,
est suffisant, il suffit de l'appliquer avec rigueur, autorité, sévérité, célérité s'il le faut, oui. Maintenant, la réponse de l'acteur public, ben oui, si la République a besoin de se donner des moyens législatifs pour contrecarrer la déferlante wahhabo-salafiste, l'islamisme radical, l'islamisme politique, oui, il faut faire crédit à la sagesse du législateur. Le débat est encore là. Je ne perdrai jamais de vue que nous sommes encore dans un état de droit et que le droit corsette et libère. Et nous avons les garde-fous qu'il faut. Le débat est encore là, et puis après, on verra. Merci pour votre réponse. Alors, on a plusieurs questions sur le chat. N'hésitez pas à intervenir, disons-nous, par visio. Avec les questions rédigées, je me ferai le porteur de vos interrogations. On a une question de M. Thierry Boussier qui demande « Quels sont vos relais sur le terrain, notamment dans les quartiers ?» C'est une bonne question. Et à chaque fois que je dis cela, je pense à Georges Marchais, qui ajoute, et merci de m'avoir posé, ça lui donne le temps de réfléchir à la réponse. Là, je n'ai pas besoin, puisque nous avons la réponse. C'est vrai que du temps où nous pouvions nous déplacer, prendre presque notre bâton de pèlerin et d'aller de ville en ville, nous sommes allés à Choisy-le-Roi, Corbeil-Essonnes, Épinay-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Roubaix, Nantes, Marseille, et je dois en oublier, pardon, et par la suite, j'allais dire, cette dynamique a été stoppée. Notre idée, c'est que jamais ces déplacements dans notre université populaire itinérante ne viennent comme les Parisiens viennent donner des leçons dans les territoires. Et nous y allons en responsabilité. Je parle maintenant comme Jean Castex, notre Premier ministre. Nous allons dans les territoires et nous y allons en responsabilité. Nous le faisons toujours et systématiquement avec des liens sur place. Ce sont des associations locales et bien sûr la courtoisie républicaine veut que nous informons les élus locaux, la préfecture du département, bien sûr la municipalité, qui le plus souvent met à notre disposition la logistique nécessaire, en tout cas l'amphithéâtre, l'auditorium, la salle. Parfois ce ne sont pas les municipalités mais les associations sur place. Et lorsque nous partons, nous accréditons, si je puis me permettre cette expression, un ambassadeur, un relais. Et puis, et merci cher Thierry Boussier, d'avoir posé aussi cette question parce que ça me fait dire que dans nos projets à venir, nous pensons recruter, demander, enfin nous fonctionnons avec davantage de bénévolat, donc, des éducateurs, surtout dans le domaine sportif, qui est peut-être un peu relégué et qui est aussi le lieu de la gangrène, j'utilise à dessein le terme, des idées radicales, ou des idées wahhabo-salafistes aussi, via le football, sport roi, d'autres disciplines sportives. Et donc ces éducateurs sportifs, ces entraîneurs de football, j'en ai reçu vendredi dernier l'un d'eux qui a la compétence, la volonté, l'abnégation, le dévouement pour accomplir cela. Et donc, en résumé, la réponse à votre question, nous y avons accrédité des ambassadeurs de la Fondation de l'Islam de France, des relais sur place, et nous sommes en quête, et donc l'appel est lancé, à des éducateurs performants, sérieux, compétents et qui s'investissent. Donc le travail est de longue haleine. Merci Raleb. Merci aux spectateurs aussi pour vos questions. Elles sont nombreuses. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur Facebook. On va peut-être essayer d'en prendre plusieurs à la fois pour essayer de toutes les traiter.
Chiré demande que pourrait faire la Fondation en ce qui concerne la lutte des actes islamophobes, discrimination, des stéréotypes visant l'islam, qui de facto participe au repli identitaire et arrange les islamistes. Une autre question également qui interroge si la Fondation a reçu les fonds qui lui étaient promis par l'État. Bon, il y a deux choses. Il y a la première question sur que fait la Fondation pour lutter contre les actes dits islamophobes. C'est moi qui ajoute dit. Je ne revendique aucune paternité, la question n'est pas là. Je préfère, et je continuerai à le dire toujours, je préfère parler de misislamie, du grec misos, détestation, hostilité, haine, voulu, délibéré, assumé comme tel contre tout ce qui est islamique et musulman, à la fois, de l'islamophobie qui commence à être un mot poison, un mot piège, un mot totem, un mot tabou, un mot sac, un mot valise, comme on dit, comme disent les linguistes. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas l'utiliser, mais l'administration ne le reconnaît pas. Alors d'aucuns me disent, certains, il faut l'imposer, et parce qu'il est dit ailleurs, y compris aux Nations Unies. Nous nous adaptons à ce qui se fait ici dans notre pays. L'islamophobie, et je tiens à le dire encore une bonne fois pour toutes, et je saisis cette occasion, s'il s'agit d'une critique et de la critique de la religion islamique, bienvenue à la critique qui nous en semble demandeur, parce que c'est avec la critique que nous avançons. Si elle est académique, elle est bénéfique, si elle est populaire, elle est salutaire. Et de grâce, ceux qui nous disent « Ah oui, mais ce sont ceux qui ne veulent pas qu'on critique la religion islamique, parlent d'islamophobie ». Donc la question n'est pas là. En revanche, c'est vrai qu'il y a des actes dits anti-musulmans. Et que n'ai-je pas entendu lorsque je l'ai fait savoir? Or, un sondage récent, commandité par la Fondation Sœur, la Fondation Cousine, la Fondation Homologue, la Fondation du judaïsme français, qui a montré la grande majorité de nos concitoyens qui ont une défection contre leurs propres compatriotes musulmans. Et quand parfois cela se traduit en actes, eh bien, d'abord il y a la loi, certes, dans la DILCRA qui fait un travail remarquable, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine contre l'homophobie. Alors d'aucuns me disent, mais il n'y a pas dedans l'islamophobie. Je ne suis pas nécessairement pour la concurrence victimaire, mais qu'il y ait un organisme de nos jours, surtout, et dans ce contexte-là, qui absorbe l'émotion des citoyens musulmans discriminés, atteints dans leur intégrité physique ou morale, ça ne sera pas de trop. Parce que la lutte contre l'islamisme, la lutte contre le fondamentalisme islamiste et les thèses wahhabites passe nécessairement aussi par le concours de la composante islamique de la nation. Encore faut-il que celle-ci se sente elle-même à l'aise. Et dans sa majorité, elle l'est. Donc la question de notre ami, dont je ne me rappelle plus le nom, est juste parce que ces actes-là, s'ils devaient s'amplifier, travaillent bien entendu les intérêts objectifs de l'islamisme radical. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit le cas. Nous restons vigilants. Il n'est pas inscrit dans nos statuts d'ester en justice pour cela. Nous pourrions le faire éventuellement, mais ce n'est pas statutaire pour nous, et vous avez noté le conditionnel. Nous pourrions, dans un autre contexte, ailleurs, je pourrais le dire comme citoyen dans telle ou telle conférence, mais il me paraît aussi de la plus haute importance d'en être extrêmement vigilant. Et cette vigilance permet d'endiguer les raisons pour lesquelles certains se jettent facilement dans les bras tentaculaires de l'hydre de l'herne islamiste. Est-ce que nous avons reçu les fonds promis par l'État?
Je saisis l'occasion pour dire deux choses. Il n'est pas dans la vocation de la Fondation de l'Islam de France, qui est une institution laïque et privée, de droit privé, de vivre éternellement et indéfiniment des deniers publics. Nous le savons, nous le considérons et nous ferons tout pour que cette situation ne soit pas pérenne, au contraire. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire à tous nos amis journalistes et à tous ceux qui nous suivent, nous avons un projet d'un festival des cultures d'islam qui deviendra autosuffisant sur le plan financier au bout de 2 ans et demi, et qui permettra à la Fondation d'être autonome aussi sur le plan financier. Donc ça, c'est notre projet phare et fondamental. Simplement n'est pas une restriction, c'est qu'aussi nous avons besoin d'une impulsion, comme on l'aurait dit en sciences, en mécanique, en physique, il faut vaincre l'inertie de départ. Un mobile ne peut se mettre en mouvement que lorsqu'il aura reçu cette impulsion. Et cette impulsion de départ, eh bien, nous l'attendons comme aide de l'État sur des missions régaliennes de l'État. N'oublions pas que nous sommes une FRUP, une fondation reconnue d'utilité publique, et donc nous avons cette délégation, nous sommes délégataires sur certaines missions éducatives, sociales, culturelles, bien entendu. Avons-nous reçu cela? Non, pas encore. Je peux le comprendre. Nous sommes à la veille d'un conseil d'administration important où il y aura le renouvellement des instances dirigeantes. Il vaut mieux peut-être attendre l'équipe qui sera mise en place. C'est possible, et c'est sûrement cela. Je souligne encore un point, nous n'avons pas réussi à avoir le soutien des entreprises du CAC 40, par exemple. Que n'ai-je pas entendu lorsque j'ai dit, d'ailleurs je le dis en présence de Jean-Marie Guénois, lorsqu'il y avait le talk show du Figaro, eh bien la lutte contre l'islamisme, le salafisme, le fondamentalisme, le wahhabisme et tout ce qui nous mine de nos jours est aussi une cause nationale. Donc c'est le concours de l'ensemble des citoyens. Certes, la composante islamique est concernée au premier chef, bien entendu. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de dire, au lieu de construire une énième mosquée, il vaut mieux construire des écoles, des universités, des instituts et aider à l'aspect culturel et à l'aspect civilisationnel et éducatif, y compris aussi dans les familles. Eh bien, n'oublions pas que la Fondation de l'Islam de France n'a, si je puis dire, que 4 ans d'âge, dont la dernière année était un peu particulière. Voilà, j'aurais voulu encore ajouter quelques points sur les questions financières, mais je préfère plutôt répondre à davantage de questions. Bonjour Monsieur Bencher. Je voulais vous demander quelles étaient les actions envisagées ou déjà en œuvre en direction de la communauté enseignante, cruellement en manque de repères parfois pour faire face à des événements douloureux, en particulier ceux de l'automne. Bien, chère Nadia Tayeb, je suis ravi de vous voir comme ça en visio et de répondre à votre question. Un concours de circonstances fait que votre serviteur est aussi membre du Conseil des sages de la laïcité et à ce sujet, nous parlons, discutons, devisons, conversons. Parfois, il y a des autosaisines, parfois nous sommes saisis pour débattre des questions que vous avez posées. Mais il se trouve aussi que nous, Fondation de l'Islam de France, sommes directement saisis par certains enseignants, certaines familles qui pensent que des enseignants auraient, d'une manière ou d'une autre, orienté un peu leurs cours. Et notre mission de bons offices, notre mission de médiation, dans le but à la fois d'apaiser, d'expliquer d'abord l'importance du maître.
J'ai toujours en tête le vers du poète du Nil, Hafez Ibrahim, hein, mort de mémoire en 1932, qui disait, d'Ahmed Shawqi plutôt, qui disait « Lève-toi et marque les signes de prééminence au maître, car le maître a failli être un prophète. » Ça, nous l'expliquons dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous mettons à disposition notre campus numérique, les vidéos, les capsules, les explications des islamologues qui viennent nous aider, le plus souvent, l'écrasante majorité entre eux, bénévolement, et le fait qu'ils nous aident à titre gracieux, eh bien, nous touche et nous leur en savons gré. Alors, quelques-uns qui nous ont demandé quelques rémunérations. De mémoire, je n'ai pas accepté, en tout cas moi-même. Je pense que Jean-Pierre Chevènement a dû, eu égard à la qualité de l'un ou de l'autre des intervenants, consenti à les rémunérer. Et donc ce concours, cette aide, nous la mettons à profit, à disposition pour les professeurs et les enseignants. Nous y allons aussi, nous-mêmes, dans des établissements scolaires, expliquer le fait islamique. J'ai fait la demande au ministre Blanquer pour que, c'est une annonce que je vous fais, chère Nadia Tayeb, et à travers vous d'une manière générale, pour que nous soyons, peut-être nous ne le serons pas, je ne sais pas, une sorte d'institution, le mot est à la mode de nos jours, qui labellise, et je n'aime pas ce mot-là, surtout quand il est appliqué à des personnes humaines, qui donne l'agrément à des établissements privés, confessionnels, islamiques, hors contrat, ce qui nous donnerait un peu un rôle, non pas de contrôle, mais disons d'inspection ou en tout cas de validation du contenu de l'enseignement, en bonne intelligence avec les services bien sûr de l'éducation nationale. Nous ne perdons jamais de vue que les programmes et le CSP, le Conseil supérieur des programmes, applique ce que j'appellerais une émanation de la loi commune. Et donc, les programmes de l'éducation nationale s'appliquent à tous. Et les professeurs, les enseignants qui nous sollicitent, et nous sommes prêts à répondre à leurs sollicitations pour leur expliquer davantage la richesse, l'épanouissement, l'art de vivre, la grandeur. Ce n'est pas pour dire que les musulmans furent grands, ils le furent de toute façon. L'enseignement de la langue arabe, pas uniquement, mais la langue arabe aussi. Tout ce qui relève du champ civilisationnel et culturel, nous le faisons et nous sommes prêts à répondre à leurs sollicitations. Merci Raleb. Nous avons la prochaine intervenante, Madame Soraya Djouadi. Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous, Monsieur Benchir. Alors, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit depuis le départ et merci pour cette présentation. Et j'aimerais revenir sur l'un des points que vous aviez évoqué. Donc, lors de votre intervention, vous avez évoqué une collaboration de la FIF avec l'éducation nationale. Mais qu'en est-il de votre collaboration dans le tissu associatif, dans les banlieues, pour faire un travail et élaborer un véritable dialogue sur le plan culturel, mais également culturel et historique? Je pense, très humblement, que réconcilier les jeunes avec leurs identités d'ici et d'ailleurs est, capital pour cette réconciliation avec leur religion. Merci pour votre écoute. Chère Soraya, bonjour aussi. Je suis ravi de m'adresser à vous en présence de tous nos amis. Que faisons-nous dans les quartiers dits difficiles, sensibles, je ne dirais jamais ceux de la diversité,
On n'a jamais dit pour d'autres catégories de la nation qui sont issues de la diversité. Nous parlons toujours de citoyenneté et d'une citoyenneté partagée. Et nous voulons que cette citoyenneté soit harmonieuse pour tous. Et qu'on y adhère tous, bien entendu. Alors, j'ai entendu dans la question sur le plan culturel et historique. Ce n'est pas dans notre vocation, encore une fois, de nous occuper du culte. Il m'arrive, personnellement, il m'arrivait avant de dire des mots, de m'y impliquer. Je ne fais pas d'homélie, je ne suis pas imam et je n'ai jamais cherché à l'être. Mais il m'est arrivé de parler de considérations théologiques, bien entendu, dans ces quartiers difficiles et avec les associations. En revanche, pour ce qui concerne l'histoire et pour ce qui concerne la culture, c'est dans notre champ de compétences et nous le faisons et nous nous acquittons de cette tâche et de ce devoir. C'est un devoir pour nous. Maintenant, les moyens. D'abord, nous adaptons le vocabulaire, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas parce que nos amis sur place ne méritent pas que nous y allions en cravate, mais nous la troquons, nous nous adaptons, y compris dans notre façon qui ne marque pas une distance. Le nivellement n'est pas par le bas, mais il n'est de message que celui qui arrive à son destinataire. Ça ne sert à rien de venir comme ça, parce qu'on nous a toujours accusés d'être une fondation, sinon élitiste, au moins une fondation élitaire. Ce n'est pas vrai. Simplement que nous laissons place aussi à la beauté, à l'intelligence, au discernement, à la compétence, c'est vrai, mais nous l'adaptons. Et donc nous y allons. Nous y allons pour que nos jeunes concitoyens se réconcilient à la fois momentanément, simultanément, avec la République et avec leur propre patrimoine et leur propre histoire. Quel n'a été notre étonnement lorsque nous avons découvert, lors de l'exposition sur l'émir Abdelkader, que ces jeunes gens ne le connaissaient pas. Ne connaissaient pas sa bravoure, ne connaissaient pas le résistant, le chevalier, le mystique, le magnanime, le grand homme qu'il fut. Eh bien, nous l'avons expliqué. Quand j'ai parlé tout à l'heure de monter la pièce sur la rencontre en 1219 à Damiette entre le sultan mamelouk Malik el-Kamil et saint François d'Assise al-Poverello, nous ne leur disons pas cela, nous leur expliquons que les rencontres entre musulmans et chrétiens ne datent pas du dialogue interreligieux récent. Il se poursuit. Le pape François est chantre dans héros à ULT et EOS dans ce domaine, mais il a aussi des profondeurs historiques. Ça peut remonter même jusqu'à la rencontre des chrétiens de la ville septentrionale du Yémen, Najran, avec le prophète de l'islam. Donc nous leur expliquons cela. Et surtout, nous leur donnons une fierté. Nous faisons en sorte pour qu'ils recouvrent une dignité. Et cette dignité s'harmonise avec l'ensemble de la nation. Et me semble-t-il, c'est plus qu'il me semble, c'est une conviction pour nous, ce n'est que comme cela aussi que nous sortirions de l'ornière, et ce n'est que suivant ce viatique et avec ses adjuvants que nous finirions par aplanir les difficultés qui sont devant nous. Merci beaucoup, Raleb. Une question d'actualité posée par Claire Bernol. Bon, toutes les questions sont d'actualité, mais celle-ci peut-être est très à propos, qui nous interroge. Est-ce à dire que la lutte contre le séparatisme passe davantage par la dimension culturelle et pédagogique que par la dimension de la législation, voire une charte de l'islam? Culturel, pédagogique ou législatif?
Alors, je saisis cette occasion pour saluer nos amis de Réforme et particulièrement Claire Bernol. Les deux vont de pair. C'est vrai. D'abord, s'il le faut, la République se dote de moyens législatifs. Nous aurions tous aimé que ce ne fût pas le cas, bien entendu. Nous avons, je l'ai toujours dit, un arsenal législatif suffisant. Nous l'avions en tout cas, et ne le comprenons, il y a lieu d'appliquer déjà ce qui se trouve. J'ajoute que même si on nous dit que les États sont des monstres froids, mais il se trouve aussi que les gouvernants, les élus, sont des hommes et des femmes avec leur affect d'hommes et de femmes, et que des épisodes marquants, et surtout le plus récent, qui a traumatisé la nation, même si cette loi a été antérieure à ce que nous avons connu avec l'assassinat de Samuel Paty et l'assassinat notamment de 3 Crillon à Notre-Dame de Nice, que les choses s'accélèrent. Ce que je précise simplement, c'est que les dispositions législatives sur le certificat de virginité, le mariage forcé, etc., je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement y légiférer parce que ça doit être déjà, ça doit tomber sous le coup de la loi de ce que nous avons ici. Les mariages forcés ne se font pas dans notre pays, ils se font ailleurs. L'égalité homme-femme au niveau de la dévolution successorale, au niveau de l'héritage, en dehors de ce qu'on appelle la part réservataire, etc. Je n'entre pas dans les détails techniques, se font le plus souvent ailleurs. Bon, mais si ce n'est pas suffisant, l'intelligence recommande bien de se doter de la loi, la fabrique de la loi est dans ce sens. On dit souvent que le droit accompagne l'évolution des sociétés et par moments, c'est aussi le droit qui fabrique, si je puis dire, le comportement ou qui influe sur le comportement des sociétés. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi l'approche culturelle? Oui, bien entendu. Ceux qui cèdent aux sirènes islamistes sont ceux qui sont, pas tous, pas systématiquement, mais qui pâtissent d'une indigence intellectuelle et d'une déshérence culturelle. Bien entendu. Eh bien, il faut combler justement ce déficit, pallier ces insuffisances, et c'est ce que nous devons faire. Les maîtres mots pour lutter contre l'islamisme, et notamment l'islamisme politique, demeurent toujours, c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, éducation à l'altérité, et notamment à l'altérité confessionnelle, inclination pour les valeurs esthétiques. Je crois toujours dans ce programme d'ouverture aux humanités et à ce fameux humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, et qu'il faut réactualiser et qu'il faut conjuguer aussi avec l'héritage des Lumières, eh bien, c'est la vision programmatique que nous avons. Nous avons, la Fondation de l'Islam de France a une vocation, et nous avons au sein de cette fondation une vision, une ambition, une action que nous menons sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel et sur le plan où l'on colmate les brèches intérieures dont souffrent beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles et qui ont trouvé dans l'obsession quasi névrotique, je peux même enlever le quasi, de l'observance de la norme canonique, un secours, un palliatif. Et donc ce travail-là, bien sûr, est à mener. Et, chère Claire Bernol, vous avez raison de poser la question comme ça.
Merci. Je rappelle à nos spectateurs, ceux qui nous suivent, que vous trouverez le lien de téléchargement du rapport d'activité et des différents supports de communication dans le commentaire sur Facebook et dans les commentaires sur Zoom également. N'hésitez pas, pour les journalistes qui souhaitent intervenir de vive voix, de demander la parole. Pour les questions, on a une question. Comment travailler avec le CSA pour mieux lutter contre les stéréotypes dans les médias? Oui, c'est une véritable question. Et la personne qui la pose est tout à fait dans son bon droit de la poser. J'ai une réponse en 2 temps. Le premier temps, on nous a toujours parlé des 3 pouvoirs classiques, connus. Le 4e pouvoir, celui de la presse, et d'ailleurs une presse libre, est le socle de la démocratie. C'est un moyen d'éducation des masses, au sens noble du terme, des peuples, et c'est ce qu'il faut faire. Et parfois, malheureusement, il y a des dérives. Certains nous parlent d'un 5e pouvoir qui serait celui des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et là, je dois dire que malheureusement, il y a l'affaissement de l'approche intellectuelle, la défaite de la pensée, l'abrasement de l'intelligence, l'agonie même de la lucidité, quand je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ces soi-disant influenceurs, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et parfois font et défont l'actualité d'une drôle de manière. Ça, c'est ma première réaction en ajoutant, et ça m'a valu des inimitiés réelles de la part d'un certain nombre de nos concitoyens musulmans, voire des musulmans résidant ici, lorsque je leur ai dit, écoutez, ne pleurnichez pas, et pardon pour le terme, sur cette manière d'être brocardé, vilipendé, stigmatisé, même si je n'utilise pas ce mot, dans les médias. J'ai parlé tout à l'heure de médias, de chaînes de télévision privées. Dans l'une d'elles, il y a un récidiviste condamné par la justice et qui vient déverser son fiel sur l'islam et les musulmans, et que ça ne peut pas durer. Mais pour cela, au lieu de la complainte, ayez vos propres médias. Pas des médias dits communautaires ou communautaristes, mais on répond à une action médiatique par d'autres actions médiatiques. Et s'il faut pour cela ne pas construire une mosquée et avoir les moyens d'une chaîne de télévision, j'ai privilégié avant plutôt les instituts de connaissances, les instituts universitaires et les écoles. Mais s'il faut des chaînes comme cela, il faut le faire. Donc ça, c'est le premier temps. Le second temps, oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas dans les statuts, je ne me défausse pas de la Fondation de l'Islam de France d'ester en justice, mais peut-être que nous pourrions effectivement, et je ne le dirai pas au conditionnel, nous devons saisir, alerter le Conseil supérieur, le CSA, de l'audiovisuel, pour toutes les dérives inacceptables. Et surtout ce qui se dit après, parce on choisit une vidéo d'une 50aine de secondes ou 1 minute ou 2, selon le format de Twitter par exemple, mais ce qui se dit après n'est pas acceptable. Et dans l'autre sens, bien entendu, ceux qui veulent défendre la tradition religieuse islamique, qui épuise pour beaucoup la donne identitaire, ne rendent pas service ni à leur tradition, ni à leur spiritualité, ni à cette part d'identité en réagissant d'une manière de voyou. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ça aussi, nous les alertons pour que ce ne soit pas le cas. C'est vrai que
Nous sommes dans une situation de tension et elle nécessite froideur d'esprit, objectivité, responsabilité et surtout la prise de parole publique. Il faut qu'elle soit apaisante dans le sens de construire et jamais ajouter fragmentation à la fragmentation. Merci beaucoup, cher Aleb. Nous avons une question de Samira Benturki qui nous interroge. La Fondation de l'Islam de France serait-elle prête à donner la parole aux chercheurs indépendants et à aider financièrement des projets relatifs à l'histoire de la civilisation arabo-musulmane? Je pense qu'on a un grand volet de financement de recherche. Aleb, on est les mieux indiqués. Oui, et je connais Samira Benturki. Il faut saluer son travail, et notamment son travail de recherche académique sur la présence des arabo-musulmans sur le continent américain. Les choses se font chez nous, en tout cas sous cette présidence, elles se sont déroulées comme je vais l'expliquer. Il y a un jury et on vient proposer, il y a un appel à projet aussi, et on vient proposer ces travaux de recherche. Et bien entendu, il est dans notre vocation d'aider tous les chercheurs, hommes et femmes, qui font un travail de connaissance sur le fait islamique, quel qu'il soit, de civilisation. À un moment donné même, c'est vrai, je l'ai pris sur moi et je l'assume, j'ai cessé d'aller dans ce qui relève de l'érudition savante et privilégier ce qui, par ricochet, a une action directe sur le terrain, à la fois au niveau du droit canonique, le droit canon, l'équivalent, enfin le fiqh, tiens, je le dis en arabe, la jurisprudence, pour déculpabiliser des consciences apeurées, culpabilisées, aliénées. Donc ça a pris, disons, le primat. Mais il n'est jamais dit qu'il y ait une personne de quelque ordre que ce soit qui soit interdite de présenter son projet. Le conseil scientifique et le jury, souverainement, objectivement, s'exprimera pour attribuer l'allocation doctorale, les bourses ou les chercheurs indépendants. Il suffit simplement que le projet soit présenté. Bien sûr, ceci est assujetti aussi à nos moyens financiers. Espérons, attendons, faisons en sorte pour que la manne financière soit là et surtout les années de vache grasse viennent très vite. Voilà, Samira. Je vous remercie de me passer la parole. Moi, j'ai une question pour faire écho à ce qui a été dit un peu plus tôt concernant le Festival des cultures d'islam. Je voulais en savoir un peu plus sur ce projet, d'une part. Et d'autre part, en fait, on sait aussi que les projets ne manquent pas, mais que l'argent est aussi le nerf de la guerre. Donc voilà, déjà, je voulais savoir concernant les annonces qui ont été faites au Muro, est-ce qu'il y a eu depuis des signaux peut-être positifs ou négatifs qui vont dans le sens d'une annonce qui pourrait se concrétiser prochainement? Et puis, est-ce qu'en parallèle, il y a de nouvelles promesses qui ont été faites pour vous aider à réaliser toutes les belles actions que vous entendez mettre en œuvre pour cette année et les années qui viennent? Voilà. Ma chère Hanan, deux choses j'ai cru comprendre. Premier, le Festival des cultures d'islam, et en savoir un peu plus, et ça, je répondrai. Qu'est-ce qui a pu être concrétisé depuis le discours du président de la République au Muro le 2 octobre écoulé, et avons-nous eu aussi d'autres promesses ou d'autres rallonges? Bon, pour ce point dernier, non, pas encore du moins, et nous ne désespérons pas pour en avoir. Toujours dans cette optique de l'impulsion de départ et de vaincre l'inertie de départ.
Ce n'est ni du poujadisme, ni de la démagogie, ni des paroles en l'air, ce que je vais dire, mais récemment, je m'étais livré à quelques ordres de grandeur. J'ai toujours dit, ça c'est vrai, je le reconnais, que l'opération Barkhane coûte à la nation 2 millions d'euros par jour, ce qui nous ramène à 60 millions d'euros par mois et 720 millions d'euros par an. Et il faut compter depuis. Et là, on est dans la guérison, et encore. Mais nous ne nous désespérons pas pour que nous soyons guéris. Et ce que nous faisons, c'est dans la prophylaxie et dans la prévention. Et nous ne demandons rien d'autre que d'être aidés pour démarrer sérieusement. Le rapport d'activité que tout le monde aura a été fait avec des moyens, j'ai dit tout à l'heure, financiers, et surtout maintenant dans une situation sanitaire, des moyens financiers très contraints. Donc on n'a pas eu de rallonge. Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Non. Mais ça, je le comprends, et nous le comprenons tous, et quiconque le comprendra, parce que nous arrivons à la veille d'un conseil d'administration qui renouvellera les instances dirigeantes. On verra par la suite. Et bien sûr, il vaut mieux les donner à l'équipe qui sera installée, évidemment. Nous avons envoyé une note stratégique au pouvoir public dans lesquelles les choses sont chiffrées, sont bien déterminées et qui peuvent être encore affinées. Et nous verrons par la suite. Jusqu'à présent, nous n'avons rien. En l'état actuel des choses, si nous ne faisons rien, eh bien, nous végétons jusqu'à ce que nous mourions de notre petite mort. Et on a de quoi payer le chauffage, c'est vrai. Je tiens à souligner que cette conférence de presse ne nous a pas coûté. Ça ne coûte rien. Ce sont des moyens techniques. En tout cas, ce sont les frais réduits pour utiliser les moyens techniques. Nous ne l'avons pas fait d'une manière grandiose et avec des frais somptuaires. Je saisis cette occasion. Alors, maintenant, pour le Festival des cultures d'islam, je dois dire que notre ami, je le cite, Sofiane Aoudia, avec son festival de musique sacrée de Paris, nous a donné une bonne idée. C'est un festival annuel qui drainait, j'utilise l'imparfait parce que ça n'a pas été possible cette année, et pour les raisons que nous connaissons, du monde. Et nous voulons faire la même chose. Pas nécessairement à Paris, parce que nous ne voulons pas pâtir du parisianisme. Nous voulons le faire un peu partout sur le sol métropolitain pour qu'il y ait tout ce qui est relatif aux cultures, à UX, aux cultures d'islam, de la musique, de l'art, de la calligraphie, des pièces de théâtre, une présentation de la jeunesse. Tout cela, ça se conçoit. Il y a une équipe qui travaille dessus et surtout sur sa faisabilité financière, ce qu'on appelle généralement son modèle économique. Et il se trouve que la première année, besoin bien sûr de finances extérieures pour le faire démarrer, de l'ordre d'1,5 million, 2 millions. La deuxième année, un peu moins, puisque c'est régressif, mais au bout de la troisième année, avec ce qu'on appellera la billetterie, etc., il deviendra autosuffisant sur le plan financier. C'est un peu l'Institut des cultures d'islam dirigé par la présidente Bariza Chiari qui devient à la fois annuel, grandiose. Nous rêvons pour que ce soit l'équivalent un peu de Solidays ou aux Francopholies ou quelque chose de cet ordre. Pour que aussi la jeunesse musulmane, alors j'entends, nos salafistes diront cette jeunesse va être dévergondée, c'est la société dépravée, la société dissolue, la société permissive.
quelle infamie. Mais nous laissons place, là aussi, aux concerts de musique, notamment la musique andalouse, mais pas uniquement. La musique persane est extraordinaire, la musique asiatique, des festivals de danse soufie, j'ai parlé des concerts bien entendu, mais aussi des débats sur la culture, sur l'art de vivre, sur le raffinement, sur l'hédonisme qui a prévalu et qui doit prévaloir toujours dans les contextes islamiques. Et ce festival des cultures d'islam rendra la fierté à la fois aux citoyens musulmans et aux résidents musulmans dans notre pays et aux non-musulmans pour découvrir la richesse de ces cultures au pluriel qui ne doit pas être réduite uniquement au couscous, merguez ou je ne sais trop quoi, mais l'art culinaire aura aussi sa place. C'est un festival tous azimuts. Voilà, cher Hanan. Merci. Nous avons une question de notre très chère amie Virginie Larousse pour Le Monde des Religions qui nous interroge. Quels sont les enjeux du prochain conseil d'administration de la FIF auquel vous avez fait allusion tout à l'heure? Y a-t-il des enjeux financiers? Ah, chère Virginie Larousse que nous saluons. Oui, les enjeux financiers sont ceux d'avoir, en tout cas recevoir, ce qui a été promis par le président de la République et la parole présidentielle est engageante. Et donc, pour se mettre au travail aussitôt, nous avons un bilan, en tout cas sur le plan financier, certifié, sincère, transparent. Le commissaire au compte est là et quiconque a envie de le voir, bien sûr. Un sou est un sou pour nous. Nous pourrions dilapider nos propres fortunes, à supposer que nous ayons, mais ce dont nous sommes dépositaires, quand je dis nous, Chihab Nasser et moi-même, pour que, en tout cas, ce qui est au service de la communauté nationale, parce que la Fondation de l'Islam de France n'est pas communautaire, je ne parle pas de communautarisme, en tout cas, c'est pour l'ensemble des citoyens français, c'est aussi pour tout l'espace francophone pour ce qu'elle fait. Donc l'enjeu, effectivement, est un enjeu d'une autre phase, d'un autre élan, j'ai parlé tout à l'heure de la vocation de la Fondation, mais aussi de son ambition, de son action, de sa vision, que je résume toujours au niveau à la fois conceptuel, intellectuel, réflexif, parce qu'il faut en avoir, et surtout au niveau de son action, de matérialiser cela. Il faut y aller, il ne suffit pas de pérorer comme ça, ici, derrière un pupitre, il faut se retrousser les manches et y aller, porter ce discours. Mes amis, votre serviteur l'a fait avant, le fait dans le cadre de cette institution, le fera plus tard si je suis encore de ce monde, parce que nous ne pouvons pas rester inactifs, complices par l'inaction de ce que nous dénonçons par ailleurs. Ça devient, c'est pas de l'activisme, hein, c'est pas, mais c'est une responsabilité. Et nous aurons à répondre un jour de ce que nous avons fait dans ce contexte particulier, très tendu, très problématique. Certains nous parlent de guerre civile à bas bruit, d'autres nous parlent d'aller vers la barbarie à petits pas, d'autres n'attendent que le clash. Eh bien, nous ferons tout pour que ce ne soit pas le cas. Nous ferons tout pour que la question épineuse de l'islam en France soit une question résolue, aplanie. Toutes ces difficultés doivent être derrière nous et on continuera, en tout cas c'est le point à l'horizon pour lequel nous sommes là. Merci beaucoup Raleb. Un petit mot, une autre question peut-être de Virginie qui là cette fois-ci va intervenir de vive voix. Virginie, vous pouvez... Ça nous fera un plaisir de voir Virginie. Toujours. À vous la parole Virginie. Bonjour à toute l'équipe de la Fondation. Et Raleb, en fait, ce conseil d'administration, il aura lieu quand et est-ce qu'il y a aussi des enjeux de gouvernance ? Chère Virginie, le conseil d'administration aura lieu le 4 mars. Nous avons un règlement intérieur
et nous respectons nos lois propres, notre loi fondamentale à nous, nos statuts et notre règlement intérieur. Et nous avons un règlement intérieur adopté qui stipule qu'un mois avant, donc le 4 février dernier, des candidatures doivent être déposées. Et jusque-là, nous avons 4 candidatures pour le renouvellement du tiers du conseil d'administration qui est celui du collège des personnalités qualifiées. Voilà, nous avons 4 candidatures pour 3 postes à pourvoir. Le Conseil souverain votera tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Alors, si la question est est-ce que je suis candidat, entendons-nous bien, je ne suis pas homme à m'agripper à tel ou tel poste aux responsabilités, d'autant plus ça me donne l'occasion pour expliquer et dire à tous ceux qui nous suivent que ceci est à titre bénévole, cette charge, c'est plus une charge qu'autre chose, et donc c'est à titre gracieux. Simplement, si j'ai accepté à être candidat, c'est surtout à la fois pour dire que je n'ai été président que pour un mi-mandat, puisque j'ai succédé à Jean-Pierre Chevènement après 2 ans et le mandat étant de 4 ans, et que sur le mi-mandat, ce que nous avons fait réellement n'était que sur 1 an, puisque l'année d'après n'était qu'une année dite de travail virtuel, par télétravail, technico-administratif, etc. Ceci ne nous avait pas empêché de faire ce que j'appelle les universités populaires digitales et continuer à travailler. Donc voilà, si cette équipe est reconduite, je reviens à ce que je disais, ambition, vision, action, dans le cadre de la vocation de la Fondation de l'Islam de France. Je me tais là pour que je n'apparaisse pas pour quelqu'un qui fait campagne, parce que ni mon éthique, ni ceci ne me permet. Donc voilà, j'ai répondu à la question qui aura lieu. J'espère que ça sera maintenu, parce qu'on ne sait jamais avec cette pandémie qui nous guette, mais ça, je ne le souhaite à personne, et surtout pas à nos semblables et pas à nos concitoyens. Nous arrivons bientôt à la fin de l'intervention, donc nous allons prendre quelques questions sur Facebook. N'hésitez pas à poser des questions courtes, parce que parfois elles sont trop longues, mais en tout cas, nous avons une question. Je ne la retrouve plus dans le détail, mais c'était pour demander comment est-ce que vous aviez un petit peu expliqué les positionnements de la France et de Macron lorsqu'il s'était fait mal comprendre, peut-être vis-à-vis des pays musulmans, sur l'affaire de la défense des caricatures, de Charlie Hebdo et la défense d'une liberté d'expression totale française, quels que soient les sujets et quels que soient... Bon. On n'a pas la question dans sa totalité, mais si c'est ça son esprit, les choses doivent être encore une fois claires. Il n'est pas dans notre rôle ici de tronquer, de charcuter, d'avoir des questions qui nous arrangent. Donc nous répondons. Si c'est ça la question, oui, j'ai été amené à m'exprimer dans des médias arabophones, entre 20 et 26, je ne les ai pas comptés parce que parfois on avait 2 ou 3 fois le même qui revenait, sur 3 semaines. Du 18 octobre, globalement, ou un peu avant, depuis l'oraison funèbre, même avant d'ailleurs, l'oraison funèbre à la Sorbonne, pour le professeur Samuel Paty, et après. Qu'est-ce que je disais, et même d'une manière constante? Et c'est à vérifier. Certains écrits en arabe, et contrairement à ce qui a été dit,
je ne donnerai pas de nom parce que moi je ne veux pas verser dans la polémique et ça ne sert à rien et nous n'irons jamais dans le caniveau. Qu'un tel, lorsqu'il dit des choses en français, dit le contraire quand c'est en langue arabe, eh bien on a fait la traduction via Google, la traduction automatique, et nous n'avons pas trouvé autre chose que ce que j'ai l'habitude de dire en français. Et je mets au défi quiconque trouvera autre chose. Bien. Alors, qu'est-ce que je dis en gros? La Fondation de l'Islam de France n'est pas un organisme étatique et son président n'est pas le porte-parole du gouvernement français. Je ne suis pas mandaté par la présidence de la République pour parler au nom du président de la République. Deuxièmement, nous, comme citoyens de confession islamique et au niveau de la Fondation de l'Islam de France, puisque vous l'avez sollicité pour s'exprimer là-dessus, parlons de deux incompréhensions majeures. La première est celle de l'islam est en crise. Et j'ai toujours expliqué qu'il ne s'agit pas, selon notre compréhension, que c'est la religion islamique, la spiritualité islamique, la tradition religieuse islamique avec ses valeurs, ses préceptes de bonté, de miséricorde, d'amour, de fraternité, de solidarité, d'accueil, de générosité, toujours omniprésents, ces préceptes et ces valeurs dans cette tradition. La preuve, je n'en tire aucune gloriole et ce n'est pas notre rôle ici, c'est qu'il y a encore des hommes et des femmes, indépendamment des djihadistes, qui embrassent cette tradition religieuse. Donc ce n'est pas tant la spiritualité qui est en crise que les sociétés musulmanes, et donc l'islam en gros écrit avec grand I, l'islam contemporain. Et là, malheureusement, c'est une réalité. Peut-être que ça ne fait pas plaisir, mais c'est une réalité. C'est une réalité d'un monde islamique en crise. Il suffit simplement, comme je le dis toujours, de voir cet arc de cercle qui va du nord Nigeria, avec Boko Haram, jusqu'à l'île de Jolo, aux Philippines, passant par la Corne africaine avec les Shebabs, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, sans parler de l'Afghanistan, sans parler de la déferlante wahhabo-salafiste qui nous a minés. Et là, ces sociétés sont en crise. Des vies humaines sont fauchées, de la dictature, du despotisme, des conflits, des guerres, des maladies, de la pauvreté qui côtoie l'opulence, avec beaucoup d'indécence, un manque de démocratie, bien entendu, de l'ignorance aussi. Et cette crise-là a assez duré. Il faut bien que nous nous arrangions, qui que nous soyons. Bon, pour l'instant, nous nous occupons de ce qui se passe en France, mais reconnaître déjà qu'il y a une crise, oui. Le second point, puisqu'il y en avait deux, il nous avait semblé que dans l'oraison funèbre à la Sorbonne, le fait que le président Macron a dit « nous ne renoncerons pas aux caricatures » à UX, et qu'il ne s'agissait pas des caricatures spécialement qui offensent le prophète de l'islam, mais qu'il y a une tradition séculaire en France qui est celle de la caricature. Et que nous avons toujours parlé d'un télescopage de deux principes. D'abord celui du principe de la liberté de conscience, de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Il y a aussi le droit aux uns et aux autres d'être respectés. Si ce télescopage a lieu, nous référons à la loi. Il se trouve que en France, il n'y a pas de délit de blasphème. Alors, j'ai lu dans certains réseaux sociaux que j'avais dit « hélas », il n'y en a pas. Ce « hélas », c'est un « hélas » de dérision, pas d'autre chose. Et que pour ce qui nous concerne, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais nous l'assumons, le curseur a toujours été du côté de la liberté d'expression. Toujours. Le reste, il y a d'autres manières de le faire savoir. C'est surtout laisser place à la magnanimité, à la patience, à la longanimité, à l'intelligence du moment pour le faire.
Alors j'ai cru comprendre pourquoi ne pas appeler au boycott des produits français tant qu'il n'y a pas le respect de la tradition religieuse islamique. Je pense, que s'il devait y avoir un quelconque boycott, je ne dis pas, ce n'est pas parce que je suis faillot à je ne sais trop qui, parce qu'il y a à appeler plutôt au boycott des produits chinois et des produits birmans, parce que le sort des Ouïghours musulmans est beaucoup plus, et infiniment, et sans comparaison aucune, beaucoup plus dramatique, ce qui se passe là-bas, que le sort des musulmans dans notre pays. S'il y a lieu d'appeler un boycott quelconque, c'est celui des produits de Myanmar qui coulent maintenant sous un coup d'État. Et j'avais ajouté, c'est vrai, je suis homme reconnu aussi par ma liberté de ton, qu'on a instrumentalisé ou exploité cette affaire, le on, un chef d'État étranger, et deux d'ailleurs, si je rajoute le cas du Pakistan, le chef de l'État turc et le chef de l'État pakistanais ont ravivé les choses. C'est derrière nous. J'avais ajouté aussi qu'il y a un discours entre homologues dirigeants qui doit être celui de la diplomatie, de la sagesse, du respect, et non pas le discours de la folie, de la psychiatrie ou que sais-je encore. Encore une fois, c'est derrière nous, parce que l'actualité chasse l'actualité et nous devons aller plutôt en avant et construire sans que nous nous appesantissions sur le passé, douloureux certes. Il y a des crimes, il y a du terrorisme, il y a des provocations, il y a une manière aussi de vivre, et c'est pour ça que je dis que ce moment est aussi propice pour une production intellectuelle, pour un investissement intellectuel, et aussi plus qu'un aggiornamento théologique. Voilà. Merci Raleb, on arrive à la fin de cette intervention, de cette séance de présentation, de cette conférence de presse. Ils se sentent frustrés. Ah, Laurent devait nous appeler. Il a écrit une question, on me dit sur le chat. Bien sûr qu'il faut respecter l'horaire, il faut être discipliné, mais il y a aussi le respect de l'engagement. Voilà. Cher Aleb, première question. Vous avez été longtemps engagé, vous l'êtes encore, dans le dialogue interreligieux. Selon vous, ce dialogue interreligieux est aujourd'hui interconvictionnel. Peut-il contribuer à faire vivre la laïcité et la valeur de la République ? Les courants laïcistes affirment souvent le contraire, en estimant que le dialogue interconvictionnel n'a rien à voir avec la laïcité. Deuxième question, le Conseil des sages de l'éducation nationale défend une vision de la laïcité qui n'est pas celle de l'Observatoire de la laïcité. Comment vous situez-vous dans ce débat et comment jugez-vous la disparition programmée de l'Observatoire ? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ? Alors, cher Laurent, pour la première partie, pour le premier volet de la question, oui, je le crois. Je crois sincèrement que le dialogue interreligieux, interconvictionnel, dialogue des cultures, comme on dit d'une manière générale, de dialogue entre personnes d'options métaphysiques différentes, est une nécessité. C'est même un besoin impérieux, bien entendu. Et ça contribue à apaiser les tensions. Et nous le faisons dans le cadre de la Fondation de l'Islam de France, certes davantage sur le plan culturel que cultuel, mais il nous est arrivé d'organiser des rencontres interreligieuses et nous continuerons, bien entendu. Alors, certaines franges de la nation pensent que ce n'est pas nécessaire. N'oublions pas ceci, c'est ma lecture, et nous ne sommes pas physiquement, en tout cas, nous ne sommes pas loin de Sainte-Clotilde. Aux alentours de 1905, avant et après, il y avait de véritables affrontements physiques
je ne voudrais pas que nous y arrivions. C'est-à-dire que ce qui pouvait y avoir entre ce qu'on appelle la France cléricale et la France anticléricale était terrible. Et ceci a marqué certaines consciences. Notre société est sécularisée, elle est aux 2/3, voire aux 3/4, indifférente au mieux à la question religieuse. Dans certains cas, alors j'ai entendu le mot récemment, religiophobe ou quelque chose comme ça, a peur, voire déteste la religion. Donc il y aurait une sorte de miso-religion, en quelque sorte. Bon, c'est une réalité. Si en plus de cela, on pense qu'on a réglé la question religieuse en France avec un adoucissement, ne serait-ce que du vocabulaire et de la terminologie de nos compatriotes chrétiens, on ne parlait pas à un moment donné de Dieu, on parlait de transcendance, on ne parlait pas de religion, on parlait de spiritualité, on ne parlait pas de charité, on parlait plutôt de solidarité. Et voilà que surgit sur l'espace public des jeunes gens, si je puis dire, avec un peu leurs gros sabots et qui viennent jeûner pendant le ramadan et d'une manière ostentatoire appliquer tel ou tel précepte religieux et d'une manière ostentatoire, dérangeante, et voire malheureusement dans certains cas d'une manière abjecte quand ça verse dans le terrorisme. Mais le comportement inacceptable de certains, leur look improbable, leur façon d'être, qui a aussi dérangé, a donné lieu à une défiance véritable quant à la question religieuse. Cela, il faut en tenir compte. Je ne pense pas qu'il faille durcir, de mon point de vue, les questions de laïcité. On est peut-être en train de glisser de la conception dite Aristide Briand, Jean Jaurès, vers celle d'Émile Combes. On peut le regretter parce que la laïcité, encore une fois, est être un dispositif politique, mais surtout un principe juridique, sans épaisseur idéologique ni densité doctrinale qui doit s'appliquer. Ça, c'est donc un début de réponse. Au Conseil des sages de la laïcité, il y a un spectre, si je puis dire, de Rémy Brague, qui a quitté le Conseil, jusqu'à Jean-Louis Bianco. La présence de Jean-Louis Bianco, représentant l'Observatoire de la laïcité, était pleine et entière. Celle de la gamme était tout aussi présente. La décision de mettre fin à l'Observatoire ou de le remplacer autrement est une décision politique. Qu'est-ce que je n'ai pas à la commenter, c'est une décision dont on prend acte. Voilà. Merci Raleb. On arrive à la fin de cet entretien. Peut-être nous dire un mot sur la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France qui est sur pied, qui est riche de membres et d'objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour terminer ? Oui, c'est vrai que j'aurais dû peut-être parler aussi de la Société des Amis de la Fondation de l'Islam de France. Nous sommes fiers d'avoir une société d'amis. Ça montre que notre institution, notre jeune institution, est suivie, aimée, aidée. Et aussi, ça nous flatte d'être considérés comme une grande institution, comme celles qui ont une société d'amis. La Société des Amis du Louvre, j'ai cru comprendre qu'elle a des dizaines de milliers de membres. La Société des Amis du Château de Versailles, la Société des Amis de l'Institut du monde arabe. Tiens, Virginie est avec nous, donc la Société des Amis du monde. Et puis, toutes les sociétés d'amis, eh bien, nous avons une Société d'amis de la Fondation de l'Islam de France, qui, d'une manière autonome, et comme toutes les sociétés d'amis, a vocation à aider,
à collecter aussi de l'argent, mais à aider moralement et financièrement la Fondation de l'Islam de France et faire en sorte que nous puissions avoir dans notre pays un islam de beauté et d'intelligence, un islam apaisé, un islam qui n'ait même pas besoin d'épithètes, normalisé, modéré, éclairé, intégré, enfin, ce qui finit par ça, nous n'en voulons pas. C'est tout simplement une tradition religieuse comme d'autres qui vit à l'aise et encore une fois d'une manière harmonieuse. C'est la vocation de cette société d'amis. Elle est présidée par une grande universitaire, Radia Moumen Markou, qui nous donne de son temps, déjà en temps normal ici, avec beaucoup d'abnégation. Elle est bénévole à la Fondation, elle a signé un contrat de bénévolat et elle préside, en tout cas pour l'instant, la Société des Amis de l'Islam de France. C'est une société ouverte. Ça me fait rappeler Karl Popper quand il parle de la société ouverte et de ses ennemis. The Open Society and its enemies. Donc, elle est ouverte. Elle fait appel à vous. Vous pouvez la rejoindre. Je sais, je suis intéressé en disant cela parce que par ricochet, plus la Société des Amis de l'Islam de France est grande et importante, plus l'aide qu'elle prodigue à la Fondation de l'Islam de France devient tout aussi importante. Merci Raleb pour ce bel entretien. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux, aussi bien les journalistes que le public sur Facebook. Vous avez été nombreux et vous avez posé beaucoup de questions auxquelles malheureusement il nous faudrait plus que 2 heures pour tout traiter et répondre à toutes. En tout cas, j'espère que déjà nous avons pu répondre aux interrogations que vous portez. Aussi, Michael, qu'il y aura des universités populaires digitales. Nombreuses, et dans toute la France. Et nos amis poseront toutes leurs questions. Il n'y aura pas l'interaction, si je puis dire, physique et la confrontation des idées en présentiel, même si je n'aime pas ce mot, ni distanciel d'ailleurs. Mais bon, l'actualité nous les impose. Mais on le fera via les moyens technologiques qui sont à notre disposition. Je te laisse conclure, Alain. C'est fait, merci. Merci nos amis. Merci de votre patience.